Bonjour Hello. à tous, Salut. Hello Sénégal. bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Roni et Chana, Israël mode d'emploi. On débriefe l'actualité depuis Tel Aviv pour partager avec vous ce qui se passe vraiment dans la société israélienne On de essaye. l'intérieur Voilà. et sans filtre. Voilà. Ça plaît pas. Mercredi 27, 16h30, Tel Aviv, en direct. On va essayer de vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé cette semaine au niveau de la politique israélienne, de la société. Donc on a déjà des violences, on peut parler de la société arabe, des violences dans la société arabe. Ce qui se passe dans le Nord, il y a la guerre dans le Nord. Bah oui. On croit qu'il n'y a pas la guerre, parce qu'ils ont dit qu'il y avait un cessez-le-feu. Et quand vous regardez les infos le soir, c'est toujours à 20h30 les infos. 20h. 20h. Quand vous regardez le 20h, vous ne savez pas qu'il y a la guerre dans le nord d'Israël. 11 morts depuis le début du cessez-le-feu. Israéliens. Plus des villages vidés, plus Kiryat Shmona qui se ramasse. Donc on va vous parler de ça. Politique intérieure israélienne, on a Netanyahou et les religieux qui s'engueulent. On va vous tenir au courant de ce qui se passe avec la dissolution de la Knesset. qui a pas l'air ça a pas l'air d'avancer. Bah, on vous racontera tout. Et après on essaie aussi de faire un petit point sur ce qui s'est passé par rapport à Israël mais à l'étranger, donc la flottille, les Espagnols. Oui, tout ça. Eh bien, super. Alors, on va commencer. Et en fait, on va commencer par une actualité qui est, pour le coup, je pense, très difficile et qu'on va essayer d'expliquer juste avant le début de l'enregistrement. Donc, aujourd'hui, du podcast, il y a eu une info terrible. Il y a une petite fille de 7 ans qui a été tuée dans un village arabe qui s'appelle Harara, dans Wadi Hara, le Meshoulash, le triangle, donc, qui est dans le nord d'Israël, pas à la frontière du Liban, moins au nord. Et elle a été tuée, donc c'est encore une victime, c'est la 113e victime civile dans la société arabe. Ces conflits, en fait, c'est souvent des conflits de voisinage qui tournent mal, ou alors, le plus souvent, c'est lié à des gangs et à des groupes organisés de crimes organisés, de vols d'armes, de drogue et de banditisme. Et en fait, donc on est au mois de mai, comme tu le disais, le 27 mai, et en fait, il y a déjà 113 personnes, hommes, femmes et enfants, certains impliqués directement dans la criminalité, mais la plupart, c'est des tirs perdus, c'est des voitures qui explosent et qui font des dégâts dans les villages. C'est vraiment, en fait, c'est des conflits au sein de la société arabe. Je rappelle, la société arabe, c'est 20% de la société israélienne, 2 millions d'hommes et femmes qui sont répartis dans tout Israël, du nord au sud, qui vivent soit dans des villes mixtes, soit dans des villages arabes et des villes arabes, et qui, du coup, font face au manque total d'ordre et Ouais. on n'est plus dans un état de droit, quoi. Il y a moins la police. Parce que souvent, on accuse Israël d'être un pays d'apartheid, d'accord ? Et souvent, ce que les gens y répondent, c'est non, pas du tout. Il y a 20% d'Arabes en Israël. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout ça. Mais dans les faits, je dis pas qu'on est un pays d'apartheid, mais dans les faits, il y a vraiment une séparation, souvent, entre les populations juives et arabes. Et même dans les villes qui sont mixtes, on va dire Jaffa, on va dire Jérusalem, Lod, Haïfa et tout ça, Ramleh. dans les shrounos, dans les quartiers, tu as des quartiers qui vont être des quartiers beaucoup plus arabes. Oui, mais comme la population... quartiers... Ouais, mais ça, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que... C'est comme il n'y a pas de ville mixte entre ultra-orthodoxes et laïcs. Tu vois ce que je veux dire, la société israélienne. Non, mais parce que faut s'adapter à ce qui nous écoute. C'est des différences culturelles. Et quand tu vas, par exemple, à Lod ou à Jérusalem, les populations, elles ne sont pas séparées. Et il n'y a aucune loi qui vient séparer les populations ou créer des distinctions. Oui, non. Je ne dis pas qu'il y a une loi et je ne parle pas d'apartheid. Mais du coup, le concept de l'apartheid, c'est quand même 2 sets de lois différents pour des populations basées sur leur identité. Et ce n'est pas le cas. J'aurais pas dû me servir de ça comme exemple. Je clarifie. Ce que je voulais dire, c'est que
sur le terrain, il y a quand même une séparation, généralement. C'est rare d'avoir, par exemple, dans un bâtiment de Tel Aviv, la moitié des gens qui habitent dans le bâtiment qui vont être arabes et l'autre moitié israélienne. Généralement, tu as des bâtiments israéliens, des bâtiments arabes, et tu as quelques quartiers... Juifs, tu veux dire. Juifs, ouais, excuse-moi. Et tu as quelques quartiers où ça se mélange. Mhm. Mais c'est plus une rareté, on va dire. Et dans les villes qui sont soi-disant mixtes, tu as des quartiers qui vont être des quartiers arabes et des quartiers qui vont être Ça, des c'est quartiers sûr. juifs. C'est aussi historique, je pense. J'explique ça pour... je pose ça pour expliquer comment se fait-il qu'il y a plus de violence dans les quartiers ou dans les villes à forte population arabe par rapport à celles qui sont juives. Et l'explication, c'est qu'en fin de compte, il y a une, pour moi, hein, c'est clair, c'est qu'il y a une volonté du gouvernement. On voit en plus avec la personne qui est aujourd'hui... qui est le ministre de la Sécurité de l'Intérieur, qui est Ben Gvir. Donc le gars, il est là pour foutre le feu aux poudres. Et il y a une volonté de pas faire régner l'ordre dans ces villes-là, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas autant de police, qu'on ne prenne pas vraiment autant en compte toute la petite délinquance, moins que dans les grandes villes ou dans les villes juives. Et donc, on les laisse un peu régler leurs histoires entre eux. Et dans ce vacuum, il y a des gangs qui rentrent, il y a des gens qui s'arment. Et évidemment, il y a beaucoup de violence et il y a des morts. Et c'est voulu, je pense que c'est voulu, ça vient d'en haut, quoi. Parce que si Israël se donnait vraiment les moyens de faire intervenir, d'arrêter les violences dans les villes arabes, je crois que ça serait réglé. C'est pas... Et je pense que les populations, en plus, ils en peuvent plus. Oui, c'est sûr. Les gens lambda qui veulent aller au boulot. Ils ont peur d'aller travailler, ils ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Je pense que tu as raison, c'est-à-dire que c'est pas forcément une directive d'en arriver là. Je pense que c'est plus un choix de budget qui a pour but d'en arriver là, de laisser faire. Je pense que c'est du laisser faire. Je pense que c'est retirer des budgets à des antennes de police et qui devraient avoir des commissariats qui ont besoin d'être plus formés, d'avoir une formation spécifique. La police, c'est pas que des juifs, hein. Il y a beaucoup d'arabes aussi qui sont dans la police. Donc, il faut leur donner les moyens. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'on a vu en fait de façon mais vraiment extrêmement évidente que pendant le gouvernement du changement, les années 2020, 21, 22... Les années Lapid-Bennett. L'année. C'était quelqu'un du Parti travailliste qui était ministre de la Sécurité intérieure, donc de la police. Il s'appelle Omer Bar-Lev. Ce Omer Bar-Lev a mis en place vraiment des processus, des budgets pour s'occuper de ça et en ayant pour but de faire baisser le nombre de les violences et les meurtres dans la société arabe. Et on l'a vu, donc, les dernières années, là, avec Ben Gvir, on est autour de entre 200 et 250 morts de la criminalité dans la société arabe par an. On est donc déjà à 113 au mois de mai. Et quand c'était Bar-Lev, donc il y avait déjà eu 2 ans préalablement de mise en place de cette politique, l'année avec la plus basse, le chiffre le plus bas, c'était en 2022 avec 109 meurtres. Donc c'est pas non plus miracle, c'est-à-dire on n'efface pas toute la criminalité. Il faut être aussi, il y a des organismes criminels qui ont pour but de continuer à s'entretuer dans la rue, mais c'est plus que la moitié moins de... C'est-à-dire on passe de 250 à 110. S'il y avait des gangs armés dans les rues de Tel Aviv et qui ouvraient le feu, je pense que ça serait réglé autrement. Pas forcément, parce qu'à Beersheva, il y a des gangs juifs qui ouvrent le feu, ils sont pas plus... Oui, mais moins. Enfin, c'est pas... oui, mais parce que, encore une fois... C'est beaucoup plus rare et il y a beaucoup plus de morts. Encore une fois, dans la société. Oui, mais tu vois, il y a encore un mois, il y a eu un meurtre à Tel Aviv d'un mec, des criminels juifs qui l'a abattu dans la rue, à côté du parc Ayarkon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de criminalité en Israël. Mais c'est sûr que tu as raison qu'à partir du moment où ça arrive à Tel Aviv, à Haïfa ou quoi, il y a un laisser-aller dans la société arabe et qui est voulu par le gouvernement et surtout
par ce gouvernement-là qui est vraiment... Enfin, et puis je pense qu'il y a de l'incompétence, hein, c'est pas que... C'est pas de l'incompétence, je pense que ils ont tourné la police en milice. S'ils voulaient, en milice politique. Ils pourraient. S'ils voulaient. Quand tu vois, par exemple, le nombre de policiers qui sont déployés pour une petite manifestation oui, mais c'est pas le même type de police. Non, c'est le même type de police. Bah non, on n'arrête pas la grande criminalité comme on envoie des flics à une manif. C'est pas les mêmes. C'est les budgets. Faut les recrimes, faut les comment on appelle ça, les détectives. Les trucs sur Internet. C'est pas les mêmes choses. Les gens qu'on envoie sur le terrain quand il se passe quelque chose, en fin de compte, les unités comme le Yassam et tout ça, c'est des unités qui sont de l'armée d'ailleurs, c'est des soldats qui font leur service militaire dans la police, donc on peut dire que c'est comme la gendarmerie, donc c'est le Mishmarakvoul. Ces gens-là, ils ont, en principe, si tu réfléchis 5 minutes, d'où ils ont à intervenir dans une manifestation à Tel Aviv. On est d'accord, mais c'est de toute façon pas ceux qui vont aller intervenir pour arrêter la grande criminalité. Ultra violents, qui sont censés être aux frontières, qui sont censés régler les problèmes interraciaux entre juifs et arabes à Jérusalem et tout ça, tu les envoies taper sur des gauchos. On voit bien qu'il y a une volonté oui, mais c'est une volonté de militariser ou de politiser la police. Donc c'est pour ça que ça s'attaque aux gens de gauche, aux opposants au régime Netanyahou. S'il y avait le nombre de Magavnikim que tu as à Tel Aviv quand il y a une manif dans les rues de Harara, qui est un petit village... Je pense pas du tout que c'est la solution. Tu mets pas des Magavnikim. Je pense que ça calme... Mais tu te rends compte, les citoyens arabes, comment ils se sentiraient si on leur envoyait des policiers qui se baladent dans leur... Tu peux leur envoyer des policiers arabes. Moi, j'aimerais pas qu'il y ait ça dans mon quartier. Tu sais qu'il y a des... C'est pas la solution. La solution, c'est les gens qui vont en amont mettre fin à la criminalité. Le Shabbat, quand il y a les manifestations, il y a beaucoup de policiers et des gens du Magav, c'est des Arabes. Oui. Tu peux les envoyer dans les villages arabes, faire un peu... Oui, mais c'est pas... Ça, moi, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'on tourne pour arrêter la grande criminalité, les gangs et les trucs comme ça. Mais déjà, il faut qu'il y ait une présence dans la rue. Il faut que les gens ils se sentent... Quand tu n'as pas un flic dans la rue, quand tu n'as personne, quand tu te sens en danger, quand tu sors de chez toi, quand tu vas chercher les enfants à l'école, que tu as peur de te faire racketter, de te faire... S'il y avait des policiers ou des gens dans la rue... Déjà, ça changerait. Et donc, il y a cette volonté de ce gouvernement de dire, de toute façon, ça, c'est pas nos problèmes, c'est entre eux. Et puis, en plus, regardez-les, ils sont violents, ils se tuent entre eux. Donc, voilà, quoi. Et ça marche. Et ça fait le jeu de ce gouvernement. Ouais. Oui. Bah, à la fois oui et non, parce que je pense que Ben Gvir qui a fait campagne pour se faire élire sur Meshilout, c'est-à-dire on va remettre de l'ordre, c'est un bilan catastrophique dans tous les domaines. Donc, je sais pas... Mais lui, il s'en fout de ça parce qu'il sait... Enfin, il ne va pas faire campagne sur le nombre de morts arabes, il ne faut pas non plus exagérer. Mais quand il y a des morts dans la société arabe, ça ne lui fait aucune différence. À la rigueur, il est presque content. Et ses électeurs, je ne pense pas que ça doit beaucoup les déranger qu'aujourd'hui, il y a une petite fille arabe qui soit morte dans un village arabe, qui est tombée sous les balles d'autres arabes. Ça fait vraiment leur fonds de commerce. Je pense qu'effectivement, c'est des gens qui sont racistes et il y a enfin, c'est pas sur ça qu'ils vont voter pour ou contre. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui... Ça doit pas les empêcher de dormir, ça. Hein, ce non, genre mais malheureusement, je pense pas que ça empêche. C'est pas que Ben Gvir il se réveille le matin et se dit oh my God, cette petite fille, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour lui sauver la vie. Bien sûr, ils s'en foutent même du 7 octobre, ils s'en foutent des otages, ils s'en foutent de tout. Donc bien sûr que c'est pas ça qui va changer leur quotidien. On est d'accord, malheureusement. Prochain sujet. Il y a aussi un truc dans la société arabe qui a moins dans la société juive. C'est les règlements de compte ou les violences qui sont faites aux femmes. Je ne sais pas comment tu traduirais le... Crimes d'honneur. Ouais, les crimes d'honneur. Ouais. Après, il y a des féminicides très nombreux en Israël entre juifs. Hein. Ça, c'est... Mais c'est des trucs que tu as moins... Je sais pas, j'aime pas ces comparaisons de plus et moins. Je vois pas trop l'utilité. Je sais pas, c'est des trucs que tu pensais pas qu'il y aurait en 2026 en Israël, ce genre de violence-là. Oh, mais il y a des crimes d'honneur, je pense, partout. C'est des trucs culturels. Il y a des cultures où il y a des crimes d'honneur, il y a des cultures où il y a moins de crimes d'honneur à Tel Aviv que... Ouais, mais il y a moins de femmes qui se font violer parce qu'on leur a mis des drogues, les drogues du violeur dans leur drink. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est juste des trucs culturels différents. Donc ça ne te dérange pas, les crimes d'honneur? Non, c'est pas que ça me dérange. Bien sûr que ça me dérange, mais je veux dire, pour moi, on est dans la même dynamique systémique d'hommes qui vont faire des féminicides. Si c'est pour
sous prétexte d'honneur et de religion, de tradition, si c'est sous prétexte de je ne sais pas quelle folie d'aller violer des femmes et de les endormir et de les violer quand elles sont inconscientes, c'est un problème systémique de la société. Et c'est pas lié juste à Israël, et c'est certainement pas lié à notre gouvernement qui, comme tu le sais, je m'y oppose dans toute la possibilité. Je pense que c'est... Ouais, mais quand tu regardes Tel Aviv, par exemple, et que tu vas comparer à une ville arabe, c'est pas le même taux de laïcité, on va dire. Oui, donc je te dis, chaque culture amène d'autres violences sexuelles. Et à Bnei Brak, et à Jérusalem, il y a des réseaux de pédophilie qui sont démantelés tous les ans, tous les 2 ans, d'ultra-orthodoxes. Et ça, c'est chez les ultra-orthodoxes, c'est aussi dans les églises, quand tu découvres qu'il y a des prêtres qui ont violé. Donc les religions, elles amènent certains trucs, les traditions, les cultures conservatrices, fanatiques, tous ces trucs-là, pour moi, ça... Et après, le problème le libéralisme de Tel Aviv amène d'autres problèmes. Quand tu es à Paris et que tu te balades et que tu as peur de rentrer chez toi le soir parce qu'il n'y a pas de lumière et que tu es une fille seule en jupe. Ouais, mais tu te promènes en jupe dans les rues de Paris le soir, faut pas abuser non plus. Franchement, Chana... Voilà, donc du coup, voilà. Et là, d'ailleurs, Israël est touché en ce moment, touché. Et il y a un grand scandale, justement, de viol qui est mis... On va être obligé de biper tout le... Eh ben, on bipera, écoute. Qui est en train d'être jugé en ce moment. Et une des députées, Naama Lazimi, a demandé à voir les comptes rendus de comment ça s'appelle, de la Khakira, la commission, non, de l'enquête. De l'enquête. Et des témoignages qui ont été... récupérés, et elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment des modifications de témoignages par la police. Ouais. Il y a eu un scandale cette semaine avec un journaliste très réputé, Raviv Drucker, qui a interviewé donc cet homme qui les a violés, 2 des femmes qui ont décidé de parler, de publiquement partager leurs témoignages. Et en fait, la police avait protégé l'identité, donc la police, avec l'accord du juge, protégeait l'identité de ce mec. Il y a eu tout un combat vraiment politique et de militants et de militantes pour faire dévoiler son nom et son identité, ce qui a été fait, parce qu'on estimait aussi que c'était un danger pour la société. Et surtout que tout le monde le savait déjà qui c'était, puisque son nom tournait sur les réseaux depuis déjà un mois. C'est très compliqué avec les réseaux sociaux de cacher le nom d'une personne. Oui, et comme puis ça. c'est devenu tout un sujet de pourquoi on doit protéger ce mec-là. J'imagine que vous avez les mêmes questions en France. Et du coup, Raviv Drucker a décidé de l'interviewer, ce mec-là. Et ça a fait un scandale pas possible. Parce que... Pourquoi tu lui donnes un micro ? Qu'est-ce qu'on en a et du coup, pas mal de gens ont vraiment boycotté en disant personne ne doit voir ce truc-là. Et effectivement, je vois pas quel est l'intérêt, qui a envie de voir ce truc-là. Mais bon, voilà. Quand j'étais à l'armée, c'est pour ça que je reviens souvent là-dessus, je sais pas pourquoi. En fin de compte, tout est personnel. Quand j'étais à l'armée, j'avais vu, je crois que c'était à Ramallah. On était sur un toit, on faisait une garde sur un toit dans un village. Et donc, c'était... vraiment aux aurores. Et donc, on avait un poste comme ça et on regardait un peu ce qui se passait autour de nous. On était 3 soldats sur ce toit et on voit il se passait un truc au bout de la rue. Et donc, avec les jumelles, on voit des gars vraiment aux aurores qui tiraient une dame comme ça, il la traînait par terre et tu vois, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est, quoi, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, quoi. Et ils l'ont pendu. Et donc, au début... Oui. Et c'est pour ça m'est resté cette histoire de violence, kavod hamishpacha... crime d'honneur. Crime d'honneur. C'était la sœur des 2 gars qui étaient en train de la pendre. C'était leur sœur. C'est eux qui l'ont pendue ? C'est eux qui l'ont pendue. Comment vous avez su ça après ? Eh ben, alors, déjà, on regardait. Au début, on regardait par les jumelles. C'était vraiment, ça devait être à, je sais pas, 500 mètres d'où on était. Donc, c'était une rue. Et nous, on avait une vision plongeante sur le truc. Et eux, ils nous voyaient pas. Et au début, on se demandait ce que c'était. Est-ce qu'ils s'engueulent ? Est-ce que ils sont bourrés, ils sortent d'une soirée ? Parce qu'il était vraiment, genre, on était aux 5h du matin, aux aurores.
Et quand on a commencé à s'apercevoir qu'ils étaient en train de lui mettre un nœud coulant et de la tirer sur un truc, on a appelé à la radio, on leur a dit qu'on voyait un truc, le temps qu'au début, ils ne voulaient pas qu'on descende, qu'on quitte notre poste, parce qu'en plus, nous, on était, genre, c'est l'ennemi. Nous, on était les soldats israéliens. On se met à courir dans la rue pour aller voir ce qui se passe. Et on se met en danger. Et peut-être que c'est une embuscade ou quoi que ce soit. Bref, on a laissé tomber l'histoire de la radio et on est parti. On en a laissé un sur le toit et on est parti à 2. Vraiment essayer, quand on a vu... Et le temps qu'on arrive, elle était pendue, elle était morte. Et eux, ils étaient partis. Et eux, ils étaient barrés. Et après, il y a eu toute une hakira et tout ça. Et on s'est aperçu que, enfin, les gens ont dit que cette fille-là, c'était, tu vois, c'était une charmouta, tout ça. C'est ça qu'il disait dans sa famille. Il la traitait de pute et tout ça. Et parce qu'elle avait couché avec des gens hors mariage, quoi que ce soit. Et ses frères, pour laver leur honneur, l'honneur de la famille, eh ben, ils avaient pendu la petite sœur. Et ça m'est resté. Bah, tu m'étonnes. Tu vois, là, je t'en parle. Ah, c'est horrible. Et c'est ce genre de truc, tu vois. Mais c'était en quelle année? On était en 94, 13. C'est horrible. 14, ouais. Bon. Tu vois, j'ai des histoires. Ah bah oui, mais on apprécie que tu partages. Mais effectivement, oui, il y a un truc des sociétés. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de crime d'honneur. Donc en fait. Et tu sais qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes battues dans la société palestinienne qui se barrent dans les refuges en Israël. Ah bon? Ouais. Parce qu'elles savent qu'ici, elles vont peut-être réussir à trouver une place dans un miklat pour femmes battues. En Israël, il y a des centres pour les femmes et leurs enfants qui sont mis en place et qui sont subventionnés une partie par l'État, mais pas que. Malheureusement, l'État ne prend pas tout en charge. Et qui permet en fait d'avoir partout en Israël des endroits secrets pour les femmes qui peuvent arriver en urgence avec leurs enfants. Donc il y a aussi des... Je te parle pas de la communauté gay palestinienne qui vit pratiquement toute en Israël. Ouais. Et ça crée aussi beaucoup de problèmes parce que c'est des gens qui sont obligés de fuir leur village ou leur ville. Et d'un autre côté, à partir du moment où ils passent la frontière illégalement, et ben, ils se retrouvent en Israël. Donc, il y a des petites communautés gays palestiniennes dans le sud de Tel Aviv et tout ça. Mais ils sont pas de papier. Ouais. Donc, ils sont obligés de vivre dans l'illégalité, de faire des petits boulots, d'aller... et donc, ça crée aussi de la délinquance, tout ça. Donc, c'est vrai, de la drogue. Ouais. C'est très dur. Et en plus, là... je trouve que là, cette tragédie avec cette petite fille, il y a eu d'autres d'autres shootings, en fait, ces derniers jours. Et c'est très triste, parce qu'en fait, là, c'est l'Aïd, c'est le Hag, c'est la fête. Et donc, c'est vraiment un moment qui est censé être un moment de joyeux, de fête. C'est une fête hyper importante pour les musulmans et pour les druzes. Et en fait... cette violence-là, elle ne s'arrête pas en fait. Et il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup d'armes dans la société arabe, des armes illégales. Oui. Moi, je me rappelle encore une fois une anecdote de l'armée, que quand il y avait des fêtes, des mariages, je sais pas, ça a l'air... c'est des trucs que tu vois dans les films, mais ça se passe dans la chez réalité. Les Bédouins, c'est comme ça. Tu les vois, les vidéos sur TikTok. Ils tirent en l'air. Avec leurs fusils, leurs fringues. Ils tirent avec les enfants et tout ça. Mais c'est vraiment, ils déchargent des chargeurs complets, quoi. C'est super stressant parce que tu es là, tout d'un coup, tu entends des tirs et tout. Tu dis, ça y est, on est attaqué. Non, c'est un mariage. Non, c'est... Dans le sud, chez les Bédouins, c'est vraiment ça. Mais même, tu vois, dans le nord, moi, j'ai pas mal travaillé, un peu habité en Haute-Galilée. Et en Basse-Galilée. Et donc, c'est vraiment des endroits en Israël où les villages arabes, les kibbutzim, les moshavim, les villes juives mixtes, et tout est mélangé. Sur des petites collines, machin. Et tu vois, quand j'étais au kibbutz Givat-Oz, à côté de Megiddo, t'es au bout de la route, tu pars, t'es à Jenin. Donc, tu es vraiment collé. Et en fait, le soir, t'entends, quand tu sais, les kibbutzim, ils sont organisés, il y a toujours... la piscine qui est mise en hauteur dans le kibbutz, sais, machin, et
Et t'as les reflux de la réfête des vaches. L'odeur des vaches. Ouais, l'odeur des vaches qui vient. Et tous les soirs, t'entends des tirs, et c'était ça il y a des années, mais c'était pas des tirs effectivement de criminalité, c'est-à-dire de joie, c'est des tirs de joie. Des tirs de joie, il y a un mariage, de trucs, ou alors ils s'engueulent entre voisins et du coup ils tirent pour s'impressionner, mais tous les jours. Ouais, il y a beaucoup d'armes illégales dans ces villages-là. Et encore une fois, tu te demandes d'où elles sortent, comment elles arrivent en Israël. Ça aussi, c'est la criminalité. Il y a des soldats juifs qui vendent leurs armes et ça arrive dans des réseaux c'est-à-dire toute la criminalité. Là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de séparation. Les juifs et les arabes, vraiment, c'est un truc très organisé. Après, les gangs vont pas être mixtes, mais faut pas exagérer. Mais tout est fait parce que ces armes, elles viennent pas forcément. Et après, elles peuvent arriver même en Cisjordanie. Non, mais il y a des réseaux. Encore une anecdote de l'armée. Vas-y. Quand je faisais mes classes, on était dans le Negev. Mm-hmm. Et donc dans le sud. Dans le sud, dans le désert, il y a des bases qui sont immenses. Et donc, quand tu rentres dans ces bases-là, à l'entrée, il y a une grille avec une porte et tout ça, il y a la route et donc tu peux rentrer. Mais à l'arrière de la base, on va dire, c'est ouvert au désert. Ok. Et donc, tu peux arriver... je pense que c'est plus le cas. Les grosses bases, enfin, je sais pas, hein, je veux rien dire, on veut pas donner d'idées aux gens, mais les grosses bases, genre Shifta, tout ça, les grands trucs, tu sais, il y a des chitreesh, il y a des endroits où les tanks tirent et tout ça, c'est à plein air, c'est immense. Et donc la nuit, il y avait des bédouins qui arrivaient en moto ou en Razer, là, les trucs les petites motos à 4 roues là, et ils cherchaient déjà des munitions, parce que des fois, quand tu fais des entraînements, tu tires beaucoup de cartouches, et sur toutes celles qui tirent, des fois, tu en as que tu fais tomber, et donc il y a des munitions live par terre. Et ils allaient chercher ça, ils allaient chercher les munitions, et nous, je me rappelle, ils nous disaient, faites gaffe, la nuit, de ne pas vous... Ouais, c'est ça. De pas vous faire voler votre arme. Ouais, mais... Et il y avait toujours quelqu'un qui faisait la shmira et tout ça, qui était là pour... Et le pire qu'on avait peur quand on était dans le désert, c'était pas qu'il y ait une guerre ou qu'on se fasse attaquer, c'était vraiment les bédouins qui venaient nous voler notre fusil. Ouais, je pense qu'il y a vraiment ce truc de criminalité et une réalité qui paraît folle, mais en vrai qui est construite... On dit des trucs, on va se faire taper par la censure de l'armée. Non, mais c'est vrai que ça fait les infos... ça passe dans les news assez souvent. Et effectivement, une raison de ce podcast, c'est aussi d'apporter la complexité, la réalité de choses qu'on connaît, que nous, en tant qu'Israéliens, on peut être capable de voir toute cette complexité et de voir, en fait, comme tu disais aussi, quel est le rôle des hommes politiques. J'ai envie de dire hommes et femmes politiques, mais il n'y a presque pas de femmes, donc de toute façon, disons hommes politiques. Il y a Katie Chitrit quand même. T'as vu que, comment elle s'appelle, Distel se représente plus? Distel, Malorel, tu sais qu'elle était ministre de la propagande, soi-disant, donc de la communication et tout ça, et qu'après le 7 octobre, elle a carrément donné sa démission en disant, de toute façon, il n'y a rien à... Maïch la assote. Il y a rien à faire. Mais ça, non. Là, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'elle a fait ça. Moi, je l'ai vu son interview. Ouais. Et c'était peut-être la seule qui avait développé un sens de la morale et de l'éthique et qui avait dit, après ce qu'on a fait, on doit prendre notre responsabilité. C'est la seule et unique personne, et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle ne se représente pas aux primaires du Likoud. Elle sait qu'elle va se faire défoncer et que Netanyahou va tout faire pour la faire jarter. Donc non, pour le coup, moi je suis pas du tout pour ce qu'elle a fait, elle a machin, mais... Ça aurait été mieux qu'elle continue dans son job et qu'elle le fasse sérieusement. Enfin, mais il lui avait donné... Tu te souviens qu'elle avait dit que la raison pour laquelle elle démissionnait, c'est qu'elle avait même pas d'imprimante, parce qu'il n'y avait pas de budget. Bref, encore une fois, ça revient sur ce que tu avais dit la semaine dernière, qu'au final, quand il n'y a pas de décision de vouloir faire les choses, manager vraiment l'image d'Israël à l'étranger, de faire de la diplomatie, etc., bah voilà, on reste sans rien. Transition. Nord. Sur le nord. Je vois que tu as mis l'image des... je vais vous la montrer. L'image des... Alors ça, c'est l'image dans le nord. C'est pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. D'un véhicule militaire, donc d'une Jeep de l'armée, qui
a dû mettre des grillages. Ouais. Pourquoi exactement ? Dans le Nord, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on a des attaques de drones. Et donc, ce n'est pas les gros drones, les Shihab iraniens ou russes, comme on voit, tu sais, comme on a eu les attaques de drones pendant la guerre avec l'Iran. C'est des petits drones, c'est des... Comme ceux qu'on peut acheter sur AliExpress ? Ouais, exactement. Sur AliExpress, où tu veux, quoi. C'est des petits quadricoptères, là, comme ça, qui sont téléguidés. Et ce qui y a, enfin, ce qui est différent avec ceux que tu peux acheter dans le commerce, c'est qu'ils sont guidés par fibre optique. Et donc, ça fait que c'est très dur de les combattre, de les arrêter, parce que avant, tu pouvais essayer de taper sur les tédarim, sur les... Comment tu dis tédarim ? Encore un cours des sur sur les fréquences, les ondes, sur les fréquences radio, et donc tu pouvais les empêcher de voler en empêchant les fréquences, en empêchant la tikshorette, la communication, la communication avec le drone. Mais là, comme ils sont attachés à cette fibre optique, oui, les fréquences, ça change rien. Ça change rien. Et donc et les oui, mais câbles... ça sert à quoi ce câble, ce truc-là, le grillage ? Parce qu'au final, si le drone il tombe dessus, il explose. Alors déjà, il y a le fait que ces câbles, ces fibres optiques, elles sont super longues, donc ça peut aller jusqu'à 60 km de fibre optique. Donc tu peux être vraiment dans le... Tu peux être à Beyrouth, à la rigueur, et aller taper sur le nord d'Israël. Sur le nord d'Israël, il n'y a pas de problème. Et ce qui se passe, c'est que ces drones, qui sont des drones avec une charge, pas une grosse charge, mais une charge quand même explosive qui peut tuer un soldat ou un civil, eh ben, ils vont, et c'est des drones kamikazes qui vont tomber sur les gens. Oui, et donc, mais là, s'il tombe, il explose de toute façon, il les tue, les soldats. Alors, le but de ces grillages-là qu'on voit, c'est de repousser, on va dire, l'explosion d'1 mètre ou de 2 mètres, qu'elle soit... pas sur toi, mais qu'elle soit à 1 mètre ou 2 mètres. Et c'est la seule solution pour l'instant qu'ils ont trouvée. Et donc, on en est à un niveau d'incompétence de l'armée et du gouvernement, encore une fois, qui, soi-disant, ils ont fait... les beepers. Non, parce que d'un côté, ouais, on fait des trucs comme les beepers, on va taper sur l'Iran, on fait des ravitaillements en vol, des trucs incroyables. Ouais. Alors que cette histoire de drone, en plus, on savait que ça allait arriver. On ne devait pas avoir le laser ? Oui. Il fait quoi le laser ? Je sais pas si... Le problème avec ces drones, c'est qu'ils volent très bas. Ils sont très ils peuvent changer de trajectoire en vol. Parce que quand tu as un missile... Oui, il est lancé. Donc il est lancé. Tu peux calculer la trajectoire et savoir où l'intercepter. Là, le petit drone, il s'arrête... Il se met en vol, il change de position. Et donc, c'est super compliqué à intercepter. Ouais. Et donc, Netanyahou, là, il y a 2 mois, il a dit qu'il avait lancé une commission, ils avaient des budgets. Vas-y, prenez tout l'argent que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Et en fin de compte, il n'y a aucune solution qui est trouvée. Et c'était un problème. On savait que ça allait arriver, vu que ça a commencé... en Ukraine, c'est les Ukrainiens qui ont commencé à aller taper sur les Russes avec ces petits drones. Et donc, c'est clair que à un moment, le Hezbollah, ils se sont dit, tiens, c'est pas con ça, si on achetait ça. Et donc, ça tombe tous les jours. Tous les jours, ça tombe sur Israël. Et la seule solution, c'est d'aller... Et là, il y a des sirènes, il y a des gens qui courent aux abris, il y a des dommages, il y a une maison qui a été complètement détruite hier. La folie, c'est que tu as des soldats qui font leur Milouim, qui sont en réserve depuis déjà 400, 500, 600 jours. C'est leur 6e fois au Liban. Et ils sont obligés, ou de leur poche, d'aller acheter des filets ou des grillages. Franchement, d'aller à la Macolette acheter des grillages pour les mettre sur les jeeps. C'est honteux. Et j'ai vu qu'ils avaient fait une demande, donc une requête officielle de l'armée aux pêcheurs. T'imagines le niveau ? On demande aux pêcheurs, est-ce que vous avez des vieux filets à nous refiler pour qu'on puisse mettre sur les jeeps ? C'est le niveau de protection qu'on a pour nos soldats. C'est un truc
moi, cette histoire... Et il y a encore des budgets qui sont passés pour les ultra-orthodoxes. Et il y a des milliards qui passent, mais et ben, là, on a bien vu ce qui se passe avec Netanyahou. On a les ultra-orthodoxes qui lui ont dit, là, c'était hier, voilà, on a la photo du monsieur, là, c'est Gafni, donc de la Yahadut HaTorah, qui avait dit qu'il allait dissoudre, on en a parlé la semaine dernière, qu'ils allaient dissoudre le gouvernement. Et donc là, il lui dit, bon, ça n'a pas été fait. Et il lui dit, si nous, on n'a pas la thune, l'argent que tu étais censé donner aux religieux, aux ultra-orthodoxes qui ne font pas l'armée, qui ne payent presque pas d'impôts et tout ça, si on n'a pas encore quelques milliards, eh ben, nous, on votera avec l'opposition pour faire une Va'adat Hakira, pour faire une commission d'enquête, pour tout ce qui s'est passé au 7 octobre. En mode, genre, ce qui s'est passé le 7 octobre, il y aura une commission d'enquête ou pas parce que c'est quelque chose qui est important pour Israël, non, si nous, on a la thune ou pas. Non, c'est même pas ça. C'est de la folie. C'est plus que ça. On te menace, comme on sait que tu ne veux pas, voilà, que tu es responsable et que tu ne veux pas qu'il y ait une commission d'enquête d'État, comme la loi le demande. Et que tu fais tout pour que ça arrive pas. Et que tu fais tout pour qu'on... Donc c'est une demande de coalition qu'on ne respecte pas la loi et qu'on fasse une commission d'enquête politique à l'encontre de la loi. Eh ben, on va te rentrer le truc dans l'œil, je sais pas comment on dit. Dans l'œil. Non, il y a... Tu sais, on va te... Bref. Et on va te menacer, soit tu nous mets plus d'argent, soit sinon, effectivement, comme tu l'as dit, on va voter pour ce truc-là. Donc, c'est-à-dire, il y a des familles qui, depuis... le niveau de cynisme de ces gens-là. Des familles qui vont à la Knesset depuis des années maintenant, depuis le 7 octobre, depuis des années, et qui parlent de leurs proches qui sont morts, des horreurs qu'ils ont vécues, des traumatismes. Ils demandent de l'aide, ils demandent des budgets, on ne leur répond rien. Ils demandent que les ultra-orthodoxes s'engagent à l'armée pour juste permettre à leurs maris, leurs frères, leurs sœurs de plus aller en réserve pour 500 jours, 600 jours, 700 jours. Et on n'entend rien. Et là, voilà, ils veulent du budget supplémentaire pour les ultra-orthodoxes. Et donc, d'un coup, ils menacent de faire cette commission d'enquête. Donc, c'est un cynisme, comme tu disais, qui est intolérable. Ouais, et pendant ce temps-là, parce qu'on parlait du Liban, et pendant ce temps-là, tu as des drones qui tombent sur des soldats, 11 soldats morts depuis le début du cessez-le-feu, c'est-à-dire 1 mois et demi. C'est un tous les 3 jours. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, bah c'est vraiment ça. Et t'as le gouvernement, ça n'a pas l'air de les embêter, mais du tout, quoi. Bah ils vont pas non plus aux enterrements, ils vont pas au Shiva. Et donc les soldats, ils s'en retrouvent, ils sont obligés d'aller quémander. J'ai vu un truc de fou qui est passé aussi la semaine dernière. Ils sont obligés d'aller demander aux pêcheurs des filets pour mettre sur les jeeps. Et là, j'ai vu un truc encore plus fou. Ils demandent aux gens qui ont des magasins de vêtements, accroche-toi. Ils demandent aux gens qui ont des magasins de vêtements, est-ce que vous pourriez nous donner des mannequins ? Tu sais, les mannequins qu'il y a dans les magasins en plastique, pour pouvoir les habiller en soldats et mettre des faux soldats dans... Genre comme des épouvantails, quoi. On en est là, quoi. On fait des épouvantails pour mettre à l'entrée d'un kibbutz ou d'un truc pour faire croire aux drones à les taper sur l'épouvantail. Et donc, c'est ça la solution. C'est des solutions ad hoc des gens qui sont sur le terrain. Mais au niveau des budgets, il n'y a rien. Il y a encore une fois, tu as Netanyahou qui passe à la télé il y a 2 semaines et qui dit « Ouais, j'ai lancé un grand programme, j'ai lancé une commission pour grande justement... » C'est son grand truc à Netanyahou, il a des commissions surtout. Lui, je peux... Non, mais... Nous. Les gens qui achètent ça, quoi. Et donc, il s'est soi-disant, il s'est gargarisé sur cette commission qu'il avait lancée sur l'histoire des drones, en disant qu'il y avait des budgets, franchement, tout l'argent que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain, il ne se passe rien, quoi. Et puis, on voit bien que, voilà, quoi. Catastrophe. Et ça... Et... Je comprends pas. Non, je comprends pas terrible. C'est le gouvernement le plus faible face au terrorisme. C'est le gouvernement qui apporte le moins de sécurité aux Israéliens, alors que c'est le gouvernement qui aura le plus fait campagne sur la sécurité. C'est-à-dire, c'est le type qui s'appelle lui-même. Il s'appelle lui-même Monsieur Sécurité, Mar Bitachon, Protector of Israel.
Protector of Israel. Et finalement, c'est le pire. On n'a jamais vécu une période comme ça. On n'a jamais vu une En plus, il a promis à son électorat des trucs insensés. Nitzachon Mukhlat. Victoire totale. Genre, après le 7 octobre, il s'est lancé dans un Nitzachon Mukhlat. Donc, la promesse d'une victoire totale sur le Hamas. Je ne sais pas si les gens y savent, mais le Hamas, ils ont repris possession de ce qui reste. Donc, on a pratiquement rayé de la carte des villages, des villes entières de la bande de Gaza, mais il y a toujours le Hamas. Non, pas partout. Il y a toujours le Hamas. Oui, dans l'absolu. Non, mais je veux dire, tout ce qui a été fait... Ils ont repris possession de ce qui reste des villes palestiniennes dans la bande de Gaza. On est d'accord? Je sais pas, j'ai pas l'information sur toutes les villes qui restent, je sais pas. Je sais qu'il y a 20 pour l'instant, c'est eux qui tiennent soldats, Gaza. C'est eux qui tiennent Nitzachon Gaza. Mukhlat, donc victoire totale. Hamas, ils sont toujours là-bas. Hezbollah, on a décapité Hassan Nasrallah, on a tapé à Beyrouth, on a les beepers, tout ce que tu veux, on leur a mis. Non, ils sont affaiblis, grave. mais encore une fois, ils sont toujours là. Mais et il y a les négociations avec le Liban qui servent à rien pour l'instant, qui n'aboutissent pas. Mais sur les faits, tous les jours, tu as des drones qui s'abattent sur Israël. Ouais, donc, Nitzachon Mukhlat, je vois pas. Iran, on va aller, encore une fois, on va retourner le gouvernement, on va changer le gouvernement d'Iran. Nous, on va changer le gouvernement. C'est ce qu'il avait promis, ouais. Oui. On va démanteler l'arsenal nucléaire. Ils n'auront jamais la bombe atomique parce que nous. Les missiles, ils en auront jamais parce que nous. Et on va changer le gouvernement. On va libérer, nous, les Israéliens. Avec les Américains. Nous, on va libérer les Iraniens. Rien. Non, mais c'est un mégalomane. Et c'est un menteur. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qui les gens qui votent pour lui? C'est qui les 23 mandats? Qui sont ces fous? C'est selon des sondages. Les sondages, on peut pas... 15, prends 15 mandats et explique-moi qui sont ces fous. Parce que quand tu prends une ville comme Kiryat Shmona, ça fait depuis le 7 octobre, donc c'est-à-dire le 8 à partir du moment où je sais pas, la semaine d'après, quand le Hezbollah a commencé à taper sur Kiryat Shmona. Depuis, ils sont en guerre. Ils sont non-stop, ils se mangent des missiles, des drones. La ville, c'est la catastrophe, c'est l'Ukraine. C'est une ville qui, généralement, elle vote Likoud. On est d'accord? Comment Moi, j'attends de voir les résultats. Mais je pense que tu as raison. Hein. Je pense que tu as raison, mais j'ai l'espoir que ce soit... Il y a aussi le truc, tu sais, quand tu fais des sondages, tu demandes aux gens et les gens, ils n'ont pas forcément... tu vois, le fait de vocaliser, de dire, de machin, ils savent pas. Enfin, il y a tout un truc social aussi d'après ça. Donc moi, j'ai l'espoir que d'ici aux élections, Netanyahou soit pas du tout à 23 comme il est actuellement dans les sondages, 23, 24, 25 d'ailleurs. Mais effectivement, ça va dépendre de beaucoup de choses, y compris de la campagne qui va commencer et de l'opposition aussi, de la campagne de l'opposition. Pas que de sa campagne à lui. Parce que lui, il continuera à mentir au final. Et pour l'Iran, on attend de savoir ce que Trump décide. Moi, j'ai arrêté de suivre à moitié, je dois le dire. Parce qu'au final, tous les jours, on a l'impression qu'il va y avoir un accord. Tous les jours, on a l'impression que la guerre reprend. Personne n'a d'infos sur rien. Il fait ce qu'il veut. L'accord, on n'en fait pas partie. Israël ne fait pas partie. C'est une catastrophe sécuritaire. Mais c'est dingue, en fait. C'est-à-dire, si tu avais dit ça, Bibi il a toujours dit ouais, l'accord que Obama il a fait avec l'Iran, c'est une catastrophe et tout. C'est pire que tout ce qu'il y a eu dans le passé. Je sais pas, puisqu'on sait pas ce qui... Si, il y a eu le truc, c'était genre, on part pour 60 jours de négociations. Rouverture du détroit d'Ormuz. Oui, c'est-à-dire tout le détroit d'Ormuz, ça a pris une place énorme qui faisait pas du tout partie parce que c'est Trump qui a créé cette merde-là. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Ce qui est incroyable encore, parce que c'était clair que c'était ça allait être leur seule carte à jouer. Oui, apparemment, ils l'ont déjà fait. Et puis ils l'ont tous dit, les chefs militaires, aussi bien américains qu'israéliens. Ils avaient tous prévenu les politiciens en leur disant les gars, ça va bugger à Hormuz, quoi. Et finalement, ils l'ont fait, et ça bug. Et on est accusés, nous, pour... les Juifs sont accusés pour avoir fait augmenter le prix de l'essence dans le monde entier. J'ai entendu un report cette semaine d'un reporter israélien, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, j'ai plus son nom. Mais ce qu'il disait en gros,
c'est qu'il y avait eu tout un plan pour le début de la guerre avec l'Iran qui avait été développé et qui aurait dû se passer comme il aurait dû se passer. Mais en fin de compte, que le plan, il avait foiré et que c'est pour ça qu'on s'en retrouvait là où on en était aujourd'hui. Et le plan, à la base, et c'est un truc, accroche-toi bien. Le gars, il est sérieux. Comment il s'appelle? C'est ce gars, Ronen Bergman. Ok. Ronen Bergman, donc c'est un gars qui est super sérieux, qui a écrit des bouquins sur tout ce qui est sécurité en Israël et tout ça. Si vous voulez aller googler son nom, c'est le mec sérieux. Et vous pouvez aller lire sur Twitter son scoop de cette semaine, qui dit que le plan du Mossad et de l'armée israélienne, c'était, et donc le plan qui avait été proposé à l'armée américaine, c'était d'aller au début de la guerre frapper sur tout ce qui est les infrastructures des missiles et tout ça, décapiter le gouvernement iranien, armer les Kurdes, et... Les Kurdes en Irak. Les Kurdes, non, plus dans le nord dans le nord de l'Iran. Et donc d'avoir cette armée kurde qui commencerait à marcher genre sur l'Iran en essayant d'aller sur le terrain. Le régime. Et pour reprendre le leadership, parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là, accroche-toi. Ils avaient quelqu'un en tête. Et cette personne-là, c'est Ahmadinejad, ancien président de l'Iran, qui a disparu depuis. On ne sait pas où il est. Personne ne sait où il est. Personne ne l'a vu. Non. Mais on l'a tué. On ne sait pas. Mais si. Non. Mais si. Personne ne sait où il est. Je suis sûr qu'on l'a tué. C'est ce qu'on a dit. Mais personne ne l'a vu. Bref, tué ou pas tué. Non, en tout cas, au début de la guerre, c'était le plan. Je l'ai lu aussi, cette histoire. Qui était un mec qui déteste Israël, qui est comment on dit, négationniste, révisionniste et tout ça, quoi. Et donc lui, il était censé reprendre le gouvernement iranien en faisant un deal avec les Américains, en acceptant le deal puisque c'est toi le nouveau chef. En contrepartie, on fait la paix, blablabla. Et c'était. Mais c'est intéressant de savoir quel. Tu vois, ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait un plan comme ça qu'ils aient lancé. Oui, mais moi je trouve que ce qui est intéressant dans ce plan-là, c'est de savoir pourquoi ils ont pensé à lui. C'est que le Mossad a des informations par rapport à ça. Non, mais c'est clair qu'ils ont réussi à le retourner. Il est parti. Parce ils l'ont tué finalement. Donc c'est que non, il y a eu un bombardement et ils se disent qu'il s'en est sorti. Mais non, moi j'ai vu qu'il était. Mais je me souviens très bien de ce jour-là. Et il y a l'histoire où il est parti en Hongrie. Il est parti en Hongrie faire quoi? Il est parti, justement, il est parti chez Orban. Personne ne sait pourquoi, ce qu'il a fait là-bas. Et donc, ce que Ronen Bergman il dit, c'est que là-bas, il a rencontré donc les agents du Mossad qui lui ont expliqué le plan et que c'est comme ça que ça a commencé. Et que ça n'a pas marché parce que... Et que ça n'a pas marché parce qu'au dernier moment, il s'est désisté et que depuis, où il s'est fait attraper par les Iraniens et on ne sait pas, où... non, t'as raison, il est en vie. Tu vois, tu m'écoutes pas. Bah non, mais moi je me souviens très bien qu'ils ont annoncé qu'il était mort, quoi. Mais ils avaient annoncé, il y avait eu ce bombardement dans lequel ils avaient annoncé que le fils de Khamenei était mort et lui aussi et d'autres. Et après, on s'est aperçu que le fils avait été touché, blessé et que lui, en fin de compte... Là, je vois des sources, l'Iran confirme qu'il est mort. Donc, l'Iran, oui, eux, ils confirment. Mais les Américains et les Israéliens, ils ne confirment pas. Et donc, on ne sait pas. Personne ne l'a vu depuis. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et bref, ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier moment, Trump, il a dit on va pas faire ce plan-là, on va essayer de négocier. On va essayer quand même d'arriver. Il a changé d'avis, quoi. C'est ce que Ronen Bergman dit dans son édito là de cette semaine. Et depuis, donc, on attend de savoir s'il va y avoir une résolution, s'ils vont réussir à avoir un deal. Quel deal? J'ai entendu cette semaine que Trump avait dit que s'il y avait un accord, il obligerait tous les pays de la so-called coalition contre l'Iran,
c'est-à-dire les Émirats, l'Arabie Saoudite, tout ça, de signer les accords d'Abraham. Il va obliger. Il les obligera. Ah bah il les obligera. Il l'a dit. Ah bah oui. Bref, on vit dans un monde de fous. Mais c'est un truc de fou. Il n'y a qu'un seul truc qui m'intéresse dans tout du ça. système et des hommes, ça, à mes yeux, ça en fait aussi partie, toutes ces conneries-là de laisser les femmes gérer. Non, mais gérer vraiment. Mais moi, je te laisse. Non, mais toi, j'ai pas de doute. Mais moi, je te laisse. Le problème, c'est que c'est Trump, il doit laisser. Bibi doit laisser. Mais tu vois, ces gens-là, en fait. Les Américains, par exemple, ils auraient pu voter pour une femme. Oui, mais elle n'était pas... Alors voilà, vous êtes pas ils sont pas non plus... vous chipotez. Ils auraient pu voter 2 fois pour une femme. Ils ont voté en majorité pour Il y avait Hillary Clinton. Ils ont voté en majorité. Mais oui, mais elle n'a pas été élue. Donc encore une fois, je sais pas... C'est le système américain, tu sais, c'est le truc des grands électeurs. La majorité des Américains avaient voté pour elle. Vous vous démerdez mal. Bah, alors ça, oui, t'as bien raison. C'est le système. Non, mais c'est vrai, tu vois, je moi. me dis, comment ça s'appelle, une résolution de l'ONU pour avancer les femmes pour qu'il y ait des représentations de femmes dans tout ce qui est les conflits et les résolutions de conflits. Donc pas dans les conflits, dans la résolution des conflits. Et c'est pas du tout respecté en Israël et c'est certainement pas du tout respecté depuis Trump. Mais t'as Greta Thunberg. Ouais, qui est plus elle incite plus qu'elle ne règle des conflits, mais oui, on peut voir ça comme ça. Bref, donc dans le Nord, c'est le bordel, on sait toujours pas. Et en fait, moi, je trouve ça dingue, et les gens ne comprennent pas ça, que littéralement, on va dormir et on ne sait pas s'il y a une guerre, encore une fois, une guerre mondiale qui va commencer. Non, mais c'est dingue. Moi, je suis stressé de toute façon, et tous les soirs, je regarde mon téléphone avant d'aller me coucher, je regarde les derniers... Non, mais c'est fou, en fait, ce truc de les dernières infos pour savoir est-ce que ça va arriver cette nuit. Et tous les soirs, tu vois passer sur les réseaux, surtout sur Telegram et tout ça, les gars qui disent bon, c'est pour ce soir, les gars, ça y est. Oui, bon, Telegram à la fois. Je sais pas si tu vois, mais il suffit de regarder le ciel de Tel Aviv le soir. Oui, tu vois les avions. Tu vois les avions américains qui n'arrêtent pas d'atterrir à Ben Gurion. Ouais. C'est-à-dire, tu as 2 avions d'El Al qui passent et tu as un avion de ravitaillement américain qui atterrit. C'est les gros trucs, quoi. Ouais. C'est les Globe Masters. Ce que je trouve drôle, c'est que... Enfin, drôle. Tout est relatif. C'est que dans cette folie de guerre et de peur et d'angoisse et de traumatisme et tout, il y a eu plusieurs fois où quand ces gros avions, ils sont passés dans le ciel, j'étais avec les enfants d'amis ou... Tu vois. Et en fait, pour des enfants, c'est merveilleux. Ah oui, tu les vois. En plus, ils volent super bas. Ils volent super bas. Et tu vois ça. Et même moi, je trouve ça fou. Je me dis, ils sont immenses. Et j'avais vu le... Comment il s'appelle celui-là là, le B2. Le B2, là. Non, mais t'as l'impression que t'es dans un film de science-fiction. Film de guerre. T'es dans un film de guerre. Et en fait, c'est horrible parce que tu sais ce qui se passe et machin. Mais quand tu vois les enfants, et on leur dit pas la vérité pour les protéger, évidemment... Bah, eux, ils ont l'impression que c'est genre tu sais, le Yom Ha'atzmaut avec le défilé des avions de l'armée. Enfin, c'est genre incroyable, c'est un avion américain. Moi, j'adore les avions. Bah, franchement, c'est... Quand j'étais petit, j'allais au Bourget. Tu connais ? Oui, je connais, mais dis-nous en plus. Dans quel cadre t'allais au Bourget, genre le mercredi après-midi après l'école ? Quand j'étais petit, il y avait le salon de l'aviation au Bourget une fois tous les ans. Ouais. Et mon père, il nous emmenait au Bourget. Et on allait voir les avions de chasse et tout ça. Moi, j'allais au salon du chocolat et de l'agriculture. On n'a pas la même enfance. Pas le même style du tout, quoi. Et nous, on allait voir les avions. Et mon père, il cherchait tout le temps de voir un avion israélien. Ah ouais. Il y avait le Kfir. Et ça, Macron, il ne l'a pas annulé maintenant ? Et il y a toujours le oui, non, mais la participation des Israéliens. Les Israéliens, ils participent surtout sur l'armement et tout ça. Moins les avions. Aujourd'hui, les avions, à l'époque, il y avait des avions israéliens, des avions de chasse qui étaient des avions israéliens. Aujourd'hui, c'est des avions américains. Mais il y avait le Lavi. Il y avait donc à la fin des années, au début des années 90, les Israéliens, ils ont développé un avion qui était censé remplacer le F-16. Okay. Ça s'appelait le Lavi. Et c'était un avion super performant et tout, un truc de fou. Et des fois, quand tu prenais l'avion à Ben Gurion, tu le voyais. Tu le voyais, il était là, il était garé. Et en fin de compte, les Américains, ils avaient fait capoter le projet en disant aux Israéliens si vous continuez de développer ce truc-là, nous, on ne vous vend plus le F-16 et le F-15. Et donc, ouais, parce qu'ils ne voulaient pas. Coup de presse. Bah ouais. Mais donc, quand j'étais petit, on allait au Bourget. Et ce que j'adorais, c'est que quand tu allais dans les stands, il y avait des autocollants.
donc des unités d'aviation et tout ça, et je faisais la collection des autocollants. C'était génial. Et donc, quand je vois des avions passer, évidemment, je les reconnais. Ah ouais, t'as un vrai level. Alors moi, je t'avoue, quand je les vois passer, parce qu'on les voit passer au-dessus de notre fenêtre, de notre balcon, et ben, on essaye de, comme ils volent vraiment bas, on essaye de les toucher. Monsieur, emmenez-nous. Non, on fait un jeu de savoir quelle est la compagnie, parce que tu vois un tout petit peu les couleurs, tu vois. Et en fonction des horaires, des trucs, on se dit, mais c'est qui ? C'est 90% c'est El Al. Non, mais maintenant, il n'y a plus... Non, mais il y a encore quelques mois, quelques années, c'était un jeu difficile. Maintenant, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Vous voyez, on a... Les jeux évoluent. À part ça, je ne sais pas si tu as vu les prix pour partir d'Israël. Oui, j'ai acheté des billets. Non, mais c'est quoi ce délire ? Déjà, il n'y a plus de vol, il n'y a plus de compagnie, il n'y a plus de vol direct vers l'Europe. Pour aller en France, c'est $700 l'aller-retour. Mais le dollar a baissé. Non, mais... ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Mais même du 700, tu peux ne pas l'avoir en direct. Je voulais partir cette semaine. Carrément, tu voulais me lâcher. Non, je me suis dit... Ah non, après le podcast, bien sûr. Je me suis dit, je pars demain. Pourquoi pas ? Ouais, soyons fous. Vol avec des escales 14 heures pour arriver à Paris, $1 200. Non mais... Ouais, voilà, on en est là, quoi. Et c'est ça. $1 200, je peux aller au Panama en 14 heures. Non mais les gars. Mais $1 200, c'est un vol, c'est un aller-retour New York. Mais oui. Ouais, moins cher même. Ouais. Enfin, maintenant, je n'ai pas regardé New York. Parce que, non, mais tu te rends compte, j'ai regardé, alors je me suis dit, ok, Chana, pas la France. On va raccourcir, on va être moins ambitieux. Donc, je me suis dit, allons vers Athènes. 400 € le billet pour aller à Athènes. Ouais. 200 € pour aller à Chypre. Non, mais on peut aller nulle part, c'est fou. Non, mais tu te rends compte, c'est dingue. Et en fait, ce truc de privilégié, enfin de se dire, il faut être extrêmement privilégié dans la société pour avoir le luxe de partir en week-end à l'étranger. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début du conflit, déjà, toutes les compagnies aériennes ont lâché Israël. Toutes les compagnies européennes et américaines ont dit, nous, on ne vole plus sur Israël. Pourquoi on ira se faire chier là-bas, on va se manger un missile. Malgré qu'il y a un cessez-le-fait, ils sont parvenus. Je crois qu'il y en a quelques-unes Il y a vraiment quelques-unes. Tu as Etihad, Abu Dhabi, qui ont repris. C'est incroyable. Je ne sais pas s'ils se rendent compte, encore une fois, les gens, que nous, on peut aller à Abu Dhabi. On a des vols Air Dubaï. Ah bah j'aurais dû regarder ça, c'est moins cher. Ça, c'est pas cher du tout. Tu peux y aller, c'est à 3 heures de vol. Mais il fait combien ? C'est à 1 heure de vol, excuse-moi. Mais tu peux y aller. Et donc, soi-disant, apartheid, pays... Il n'y a pas de problème, on s'entend bien. Et par contre, si tu veux un Transavia pour aller à Nantes, Grenoble, ça, non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Alors il n'y a plus Wizz, il n'y a plus Ryanair. Non, ils ont tous annulé. Il n'y a plus Arkia. Et ce qui se passe, c'est que les 2 grands aéroports israéliens, puisqu'il y en a un autre dans le sud qui s'appelle Ramon, Ramon, il est 100%, c'est devenu un aéroport américain. 100%. Il n'y a plus aucun vol, militaire, américain. Donc, il n'y a plus aucun vol civil qui atterrit à Ramon depuis le début de la guerre. C'est que les Américains et l'armée israélienne. Et Ben Gurion, ils sont à 80, je sais pas, 70%, armée américaine, vol militaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment en situation de guerre et on fait comme si rien n'était. Et t'as des queues d'avions pour vu le les décollage. Vidéos. Et ils prennent, t'as vu qu'ils mettent sur les portes là, des bus d'avion, tu sais, les bus qui t'emmènent à ton... des petites feuilles qu'ils ont imprimées. S'il vous plaît, ne prenez pas de photos, ne publiez pas sur les réseaux sociaux. Bah oui, mais en fait, le monde entier est au courant déjà que... Tout le monde le sait, puis tout le monde les voit atterrir tous les soirs. Ouais. Bref, donc non, c'est fou ce truc de à quel point on est vraiment en guerre dans une situation comme on n'a jamais vu au niveau économique, tous les investissements qu'il faut pour faire une telle guerre. Il n'y a aucun programme qui est mis en place pour... Mais tu sais ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que le shekel reste super fort. Je crois que le shekel n'a jamais été aussi haut par rapport au dollar et à l'euro. Donc c'est un truc, mais c'est incompréhensible. C'est-à-dire que parce qu'on est si résilient au niveau militaire et au niveau high-tech, les gens qui vont investir dans la high-tech, surtout la high-tech militaire, ils investissent encore dans plus. Le développement, Et ça fait qu'Israël, au niveau monétaire,
super fort, même en temps de guerre. Aucune dévaluation du shekel, rien. Ouais, enfin, on avait quand même eu des sacrés coups avec le début de la réforme. Non, mais là, cette semaine, ils ont publié les j'ai chiffres. vu le truc du Ribit. Ouais, bah, c'est ce que je pense que Netanyahou va nous parler de ça pendant sa campagne. Tu vas finir par voter pour lui? Non, parce que ce qui se passe, c'est que peut-être qu'il y a des investissements et tout ça, mais les citoyens, ils le sentent pas dans leur poche. Parce que, encore une fois, le gouvernement, au lieu de faire son boulot et de faire descendre les prix, il monte les prix de tout. C'est-à-dire, pour prendre le bus aujourd'hui, c'est 8 shekels. Ouais. Combien 8 shekels? 2 euros? Non, mais en France aussi, c'est cher partout. 3 euros? C'est juste qu'on n'a pas de bonne... Ah non, mais t'as vu sa réforme à Miri Regev, là, parce qu'il y a les élections. Donc elle a dit, en fait, sa campagne, c'est transport en commun gratuit. Gratuit? Sauf que c'est pour qui? Pour les périphéries sociales et géographiques. Si t'as une kippa. Et pour c'est-à-dire donc pour les implantations, pour les QG où il y a le Likoud, etc. Et pour les plus de 67 ans, 68 ans, ce qui est une très bonne réforme, mais qui est d'un populisme. Et moi je vois ça et je me dis quoi? Il y a une réforme de quoi? Mais pourquoi elle va nous faire? Mais les gens ils payent pas dans le bus. Ah bon? Moi je trouve qu'en Israël tout le monde paye. Ah non. Moi, j'ai plein de potes, ils me disent de toute façon qu'ils aillent se faire foutre, on paiera pas. Les gens payent pas dans le bus. Ah ouais? Ouais. C'est pas comme en France où il y a plein de contrôleurs. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que les contrôleurs, quand ils montent dans le bus, vieux, ils arrivent. Non, pas forcément, mais et puis tu peux scanner le truc. Ouais, ils te disent est-ce que vous avez payé? Non. Ok, bah lève-toi, va payer. Vas-y, va payer. Non, franchement, pour le coup, c'est. Ouais, c'est pas Paris, le métro où tu arrives. Après, quand tu te prends l'amende, je pense qu'elle est violente. Mais même si elle est chère, même si elle est 500 shekels, si tu n'as pas payé pendant 3 mois. Parce que moi, je prends le bus une fois par semaine pour aller à Shenkar. Je fais l'aller-retour, ça me coûte 16 shekels. Ouais. Tu es censé recevoir, selon la loi, tu es censé recevoir un remboursement. Tu parles. Ah bah. Peut-être que je devrais faire la demande. Ah bah oui, il faut commencer par là. Et ils sont mes 16 shekels. Et j'ai jamais vu un 16 contrôleur. 16 shekels sur plusieurs années, ça commence à faire beaucoup. Hein, 16 shekels par semaine. C'est depuis justement que c'est devenu cher que... Enfin, c'était cher avant, c'était 7,30. Moi, je me souviens, Non, c'était 4. Non, tu sais quand c'était 4? Je me souviens que c'était 4,20, ensuite 4,50, 4,80. C'était quand j'étais venue voir mes potes, quand ils venaient de faire l'ALIA. Et moi, j'étais en droit à SAS, donc c'était en 2010-2011. Donc en 15 ans, ça a doublé. Ouais. Voilà. Et tout a doublé, enfin tout a augmenté, tout est délirant. Une pizza, ça coûte 110 shekels. Pizza, ça coûte 110 shekels. Tu sais que moi, je fais... Une pizza, ça coûte 110 shekels. De la farine, de l'eau, du fromage et de la tomate. Alors, je vais te dire un secret. Secret, mais un truc que je fais depuis... Dis-moi tout. Depuis au moins 2 ans. Tu prépares tes pizzas? Aussi. Ah. Mais moi, je suis un grand mangeur de pain. Okay. J'adore le bon pain en plus. Ouais. Et donc les pizzas à 100 shekels, mais le pain aussi, si tu cherches... 27. Si tu veux pas manger ça... Même ça, c'est devenu cher. Elle a l'air bonne, cette pita. Vous avez vu comment... Voilà. Si tu veux pas manger que des pitas... Non, mais du bon pain. Une miche de pain. Une miche de pain. Ça coûte 27 ou 30, jusqu'à 31 shekels. Voilà, 31 shekels en euros. Ça fait 5 euros. Je sais pas. Ça fait plus. Ça fait 7 euros. Voilà. Pour du pain, et c'est pas du poil à 7 euros la miche de pain. La baguette que vous payez en France 1 euro, 1,05 euro. Elle vaut 16, 17, 20. Je l'ai déjà vu à 15 shekels. Donc ça fait 4, 5 euros. Pareil. Et donc moi, il y a quelques années, je me suis dit, frère, quand je me parle, je me dis frère. Ouais. Fais ton pain. Et je sais fais pas. Tes yaourts aussi ou pas? Non, j'aime pas les yaourts. Je suis un professionnel du pain. Bah, tu devrais monter ton petit business. Tous les 2 jours, tu devrais les vendre. Je fais des baguettes, mais tu sais que là, pendant qu'il y avait... C'est compliqué à faire des baguettes, non? C'est super simple, en fin de compte. Ah ouais? Faut pas mettre de l'eau, je sais pas quoi, des trucs. Oui, il faut mettre de l'eau. Non, mais il y a tout un ratio de la plaque, le machin, l'humidité, le truc. Une fois que tu as pris le coup. Et donc là, pendant les 2 mois où il y avait les alertes et tout ça, et qu'on montait et qu'on descendait aux abris, dans mon abri, il y avait des Français. Il y avait 2 Olim Hadashim, des petits jeunes. Et
et je leur ramenais des baguettes à chaque fois. Putain, c'est sympa. Et je leur ramenais et je fais un pain, et donc j'achète plus de pain depuis 2 ans. Je fais mon pain à la maison. Et une fois que tu as pris le coup, c'est pas compliqué. Mais si tu veux, je t'en amènerai après. Je fais des baguettes et des petits pains. Franchement, je veux bien tester. Mais de ouf. Et on vous tiendra au courant de qualité et de si je serais converti par la... en vrai, c'est smart, hein, parce que c'est vrai que c'est aberrant, en fait. Et si tu vas à Carrefour et que tu achètes... je donne les petits trucs pour ceux qui nous écoutent d'Israël. Si tu vas à Carrefour et que tu achètes ta farine à Carrefour, elle est à 4 shekels au lieu de 10 shekels le kilo de farine. Et des fois, ils ont des soldes à 2 shekels 50. Et donc, mais c'est pour le prix, c'est pas parce que c'est de la farine Carrefour. Non, c'est de la farine. Non, je me suis dit, peut-être t'es un Fana, tu te dis à France jusqu'au bout. Moi, tu sais, quand je fais des gâteaux au chocolat, je prends du beurre français, je paye le prix du beurre français. Non, alors, le beurre français, les enfants. Et je prends du chocolat que j'amène de France. Du chocolat à pâtisser, parce que c'est dégueu le chocolat noir israélien. Je sais pas s'il y a du cacao dedans. Je suis même pas sûr. Non, je pense qu'il y a que du sucre, du gras. Le beurre français, pour vous dire, la plaque de président. On l'a déjà. On vous tient au courant. Ouais. On vous redit. On en parle à chaque fois. C'est pour vous dire comment le traumatisme. Alors, il faut que vous compreniez que c'est vraiment un traumatisme, et parce que nous, on peut se permettre d'en rire, mais il y a des gens qui peuvent pas finir le mois, manger comme ils veulent. Enfin, c'est pas un sujet qui est drôle, dans le sens où il y a vraiment des gens, des familles qui doivent se restreindre, et en face de ça, il y a des chaînes qui sont dans les quartiers, les villes ultra-orthodoxes, qui sont vraiment cachères selon leur truc, et qui sont moitié prix. Et qui vendent les mêmes produits moitié prix. Ou moins. Par exemple, dans des plus grandes proportions, pour des familles plus nombreuses, etc. Mais au final, il y a des gens que je connais de Tel Aviv qui vont dans ces villes-là faire leurs courses. Et encore une fois, c'est pas que des décisions, vous pourriez dire, c'est le chouk rofchi, c'est-à-dire le marché, le prix de la demande, etc. Non, c'est vraiment l'État qui subventionne, là on l'a vu, le ministère de l'économie, qui subventionne spécialement certains. C'est dingue en fait. Et encore une fois, on a commencé la discussion là-dessus. On est dans un pays qui est en expansion économique. C'est-à-dire que malgré la guerre, on n'a pas perdu, le shekel reste aussi fort. Les investisseurs restent en Israël, tout ça. Et donc Israël... il n'y a que les Israéliens qui se barrent. Depuis le 7 octobre, apparemment, il y a 200 000 Israéliens qui sont... Et on le sent pas, c'est pas répercuté dans nos poches. Non, parce qu'il n'y a pas de volonté. Donc impossible de t'acheter un appartement, impossible de t'acheter une voiture. Quand tu vas à la Macolette... Une voiture, c'est un truc de luxe. Une voiture neuve, c'est un truc de luxe. Et les voitures neuves en Israël, c'est pas des grosses voitures, c'est petites voitures. Ouais. Tu t'achètes une petite Suzuki. Et qu'il n'y a pas de transport en commun normaux pour nous permettre de ne pas avoir à nous acheter de voiture. Donc on est quand même pris dans un engrenage assez spécial par rapport à Israël et au gouvernement. Mais on va espérer qu'aux prochaines élections, ça va changer. Mais sinon, venez, c'est sympa. Et il n'y a pas de date toujours pour les élections, donc on ne peut pas vous tenir au courant. Donc le gouvernement a fait passer en prélecture la loi de dissolution de la Knesset, mais ils se sont arrêtés et ils ont maintenant, depuis une semaine, seulement fait passer des lois à 3h du mat, à 4h du mat. Ils font passer des budgets pour les ultra-orthodoxes, ils annulent, ils font passer une réforme horrible contre la liberté de la presse à la télévision. Ils font des trucs, en fait, dingues, et ils le font cachés pendant la nuit comme des voleurs. Ouais. Et ils font ça, ce qu'ils appellent en Israël un blitz shel chakika, donc un blitz pour faire passer des lois à l'insu du public, et avec une telle quantité de lois que tu peux même plus faire attention, en fait, tu peux pas suivre. Et en attendant, ils font pas non plus passer la loi de dissolution de la Knesset, donc on sait toujours pas quand est-ce qu'il va y avoir les élections. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Il y avait ces trucs de commission dont on voulait parler, la commission du ministère de l'Éducation. Oui, une commission spéciale qui est censée être une commission qui avait été créée en 2016 au sein du ministère de l'Éducation pour lutter contre l'incitation à la haine, principalement, et jusqu'à même de l'apologie du terrorisme. Ce qui en soi est légitime qu'il y ait quelque chose comme ça, je trouve, dans l'éducation nationale en Israël, vu la réalité. Et en fait, il y a eu un reportage choc qui a été publié, une enquête
par le journal Haaretz cette semaine, dont on voulait parler. Et voilà, c'est ce compte-rendu en fait que vous voyez, que l'on peut montrer, et qui en fait a été dévoilé alors qu'il n'aurait jamais dû être publié, et qui montre en fait qu'il y a donc cette commission qui, depuis le nouveau gouvernement, le gouvernement Netanyahou, Ben Gvir et compagnie, cherche des professeurs ou des personnes qui sont dans l'éducation nationale. On fait la chasse aux sorcières, quoi. C'est le market. Qui sont contre le gouvernement et qui donc publient sur leurs réseaux sociaux personnels. Donc c'est des gens qui vont s'exprimer contre le gouvernement sur leurs réseaux personnels, qui vont dans les manifs et tout ça. Qui vont être pour la démocratie et qui vont être contre la réforme du gouvernement. Et ces gens-là vont être fichés par le ministère de l'Éducation et convoqués les uns après les autres en disant que, donc sous le prétexte que c'est de l'incitation à la haine, que c'est l'incitation au terrorisme, de l'incitation et de l'apologie du terrorisme. Et donc on va en faire ces gens-là qui sont... on va retrouver qu'il y a eu un like, je crois qu'il y a un des trucs, c'est un like sur un tweet pro-palestinien d'il y a quelques années. Et ce mec-là, il va être viré de son... ou cette prof, elle va être virée. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de profs, si en plus ils virent les seuls qu'ils ont. Donc voilà, donc on voulait en parler parce que c'est quand même dingue. Et ça rappelle vraiment des régimes presque totalitaires, dictatures. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui doit alarmer. Et ça rappelle l'époque où aux États-Unis, on chassait les communismes, macartisme, ça s'appelait. C'est exactement ça, quoi. C'est vraiment ça. Mais dites-vous que c'est dans le système mis en place des profs, quoi. C'est aller chercher sur les réseaux sociaux de façon organisée et chitative, donc et de façon systématique, d'aller vérifier chaque prof ce qu'il dit partage sur les réseaux sociaux pour pouvoir l'utiliser contre eux et pour les virer de l'enseignement. En tant que prof, j'espère qu'ils vont pas aller sur mes réseaux sociaux parce que sinon je vais pas tenir longtemps. Et ben voilà. Donc voilà. Prof. Oui, bah oui. Mais pas chez les petits. Ouais, mais je pense que c'est tout, tu vois, je pense que c'est à tous les niveaux, même des conseillers d'éducation. Enfin, c'est vraiment n'importe qui reçoit un salaire du ministère de l'Éducation. Et donc, c'est extrêmement inquiétant, je trouve. Et ça montre bien la réalité. Volonté voilà, on parlait de la volonté par rapport à la société arabe. De faire fermer les gueules, quoi. De faire peur, de faire ça de façon organisée, qu'il y ait voilà, que les profs, ils aillent plus aux manifs, qu'ils aillent plus dire ce qu'ils pensent. Et en plus, c'est des gens où on n'a aucune preuve qu'ils ont dit quelque chose de politique. Mais même, tu as le droit de dire quelque chose de politique, surtout en plus si tu es enseignant, je sais pas, à l'université, tu as le droit d'avoir des... Non, mais là, c'est pas pour l'université. Je pense que... Non, mais je veux dire, même un prof d'enseignement tu vois, de droit à l'université, c'est autre chose. Mais le fait que... Non, moi, je trouve ça légitime de dire que j'ai pas envie non plus qu'un prof d'extrême droite, il dise des trucs dans une école primaire. Je pense que classe, oui, mais évidemment que non. Mais là, c'est pas ça le sujet. C'est pas est-ce que des gens ont dit des propos. C'est pas des gens qui ont parlé en classe. C'est des gens qui n'ont jamais... Il n'y a aucune preuve que ces gens-là ont dit un propos politique en classe. Et pourtant, on venait aller faire une chasse aux sorcières. Non, c'est que les réseaux sociaux. De toute façon, ils ne s'appuient pas sur ce qu'ils auraient dit ou pas dit en classe. Ils vont sur les réseaux sociaux et disent, toi, tu as posté un truc contre Netanyahou, donc... viens demain chez le directeur, t'es viré. Voilà. Donc on en est là et on attend toujours de savoir si on va être en guerre mondiale demain ou pas. Et donc voilà, donc je pense que c'est un épisode qui n'est pas très positif. Si, c'est très positif. Mais au moins on a essayé Parce que déjà on n'est pas en guerre, donc c'est positif. C'est positif. On a essayé de partager au maximum, je pense... voilà, dans plusieurs domaines un peu où on en est, ce qu'on voit, ce qu'on comprend de la société israélienne pour vous permettre de mieux comprendre et aussi d'avoir des infos et des anecdotes qui ne sont pas forcément accessibles en français. Ouais, c'est dur de décrypter quand t'es pas de l'intérieur. Voilà. Mais il y a même des gens qui sont à l'intérieur et qui décryptent très mal. Voilà, donc on espère qu'on a fait un bon boulot. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des questions. On répond aux questions quand vous nous écrivez en commentaire ou en privé. Et de nous suivre sur les différents réseaux sociaux et de partager, parce qu'on aimerait bien arriver à plus. On est déjà à plusieurs centaines d'écoutes chaque semaine, ce qui est super, et merci de nous suivre. Si vous aimez, le truc que vous pouvez faire, c'est vraiment d'envoyer l'épisode à un copain. Voilà, ou une copine. Ou des copains. Alors disant, tu connais ces deux-là là. Voilà. Et ceux qui nous envoient des messages pour nous dire que c'est intéressant, merci. C'est toujours... on lit, on répond. Et ça nous aiguille aussi. Donc merci à vous de nous écouter. S'il y a des sujets qui vous intéressent, des trucs que vous dites, tiens, ça j'aimerais bien qu'ils abordent ce sujet-là, vous n'hésitez pas. Ouais, ou même des questions par rapport à ce qu'on a dit, en fait, au final. Donc n'hésitez pas. Et
on va se dire à la semaine prochaine. Ciao, Pantin.